Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 7 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir teintée de gris en ce début de semaine. Le 60e anniversaire du jumelage entre Monaco et Ostende, célébré comme il se doit aujourd'hui en Belgique, nous recevrons le maire de la ville, Bart Tomelijn. Et puis nous découvrirons les ateliers mis en place au cœur de la roseraie Princesse Grace qui fête de la plus belle des façons ses 40 ans cette saison. Et nous retrouverons d'ici un instant Jean-Charles Cureau, le secrétaire général de la Fondation Prince Pierre, en pleine séance de délibération ce soir, à la veille de la programmation du palmarès des artistes récompensés en matière de littérature et de musique cette année. Sans oublier les sports, la lourde défaite de la Roca Team à Villeurbanne et enfin ceux qui font Monaco, comme chaque lundi, avec ce soir la découverte d'un tout nouveau restaurant boulevard Princesse Charlotte, le Barretto Monte Carlo. Et concernant la situation météorologique prévue pour ce mardi 8 octobre, le gouvernement princier a pris la décision de maintenir ouverts les crèches et les établissements scolaires de la principauté, tout en recommandant aux parents d'élèves ainsi qu'à toute personne résidant en dehors de Monaco de suivre les recommandations prescrites par la préfecture des Alpes-Maritimes en matière de déplacement. Et sachez qu'aucune absence constatée demain ne saurait être pénalisée. Après le sommet de la francophonie, ce week-end, le prince souverain est à nouveau à Paris. Cette fois-ci, il est au centre de toutes les attentions. La Société d'encouragement au progrès lui en a fait remis ce midi sa grande médaille d'or. Justin Adel, vous êtes notre correspondant sur place. C'est une distinction d'importance pour la principauté. Tout à fait, mon cher Christophe Paco. Nous nous trouvons exactement au cercle de l'Union interalliée Faubourg Saint-Honoré à Paris, à une dizaine de mètres de l'Élysée. Et c'est ici, il y a quelques heures, après plusieurs discours et devant une centaine de convives, que son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, a été décoré de la grande médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès. C'est la plus haute distinction sur les 5 possibles. Pour la petite histoire, cette médaille est remise tous les ans depuis 1908. Elle est décernée, je cite, pour contribution exceptionnelle rendue à la cause du progrès par des personnalités ou des personnes morales. Et cette année, c'est le prince souverain qui a été choisi. Mais pourquoi ? La réponse à notre micro, il y a quelques instants, de Jean-François Roubaud, président de la Société d'encouragement au progrès. Le prince Albert est très engagé dans la défense des océans, d'une agriculture saine et intelligente, et on lui doit beaucoup, et les générations futures lui devront beaucoup pour tout ce qu'il fait pour cela. Et la Société d'encouragement au progrès est là pour justement mettre en lumière ces femmes ou ces hommes qui font quelque chose pour l'humanité. Cette distinction est bien évidemment importante. Pour vous donner un ordre d'idée, parmi les médaillés des précédentes années, on trouve Louis Lépine, Auguste Lumière, le commandant Charcot, Marcel Pagnol. Alors bien sûr, la liste reste longue. Un honneur donc pour le prince Albert II de recevoir cette distinction. Il fait part de sa joie durant son discours juste après la remise. On l'écoute. Très heureux, très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Très heureux de recevoir cette distinction. Merci de me permettre de rejoindre la liste des lauréats qui m'ont précédé et dont Jacques Pougery a rappelé quelques noms prestigieux, l'un d'eux en particulier récemment honoré. Et je terminerai en ajoutant que la promotion 2024 des médaillés s'intitule Marie Curie, un honneur supplémentaire pour le prince, mais aussi pour la principauté. Samedi dernier, en marge du 19e sommet de la francophonie, Madame Isabelle Bérois-Madailly, conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération, et son Excellence Monsieur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi, ont signé un accord cadre de coopération. Cet accord cadre a pour objectif d'approfondir les relations d'amitié et de coopération avec le Burundi, pays partenaire historique de la coopération monégasque. Le gouvernement princier formalise donc son engagement aux côtés du gouvernement du Burundi, plus spécifiquement dans les domaines tels que la santé, l'éducation et la protection de l'enfance, la sécurité aussi, sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout comme l'accès au travail décent. Et Isabelle Bérois-Madailly se rendra au Burundi à la fin de ce mois d'octobre. Direction Ostende, où une délégation de la mairie de Monaco se trouve actuellement. Il y a 60 ans avait lieu le jumelage entre la ville belge et la principauté. Le maire, Bart Tomelijn, est en duplex avec nous ce soir. Bonsoir monsieur le bourgmestre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. En janvier dernier, une délégation de la mairie d'Ostende s'est rendue en principauté à l'occasion de l'anniversaire de ce jumelage. Il était important pour vous aujourd'hui d'accueillir à votre tour les élus monégasques.
Ouais, je suis très content d'avoir ici la délégation de Monaco, ici à Ostende. C'est très important pour les deux villes, travailler ensemble dans des sujets qui sont très intéressants pour des gens. Et les jumelages se sont, on le sait, démocratisés après la Seconde Guerre mondiale, notamment pour favoriser la paix et développer des liens dans différents domaines. Est-ce toujours l'objectif aujourd'hui ? Oui, c'est très important. Nous sommes en Europe, mais aussi très proche de l'Europe. Nous avons des guerres en Ukraine, en Palestine, etc. Et travailler ensemble, vivre ensemble, c'est très important. Et ce sont des communes, ce sont des villes qui sont très importantes dans cette situation. Quand nous travaillons ensemble avec la ville de Monaco et la ville d'Ostende, c'est très bien pour les deux villes. Et puis, monsieur le maire, quels sont les points communs entre Monaco et Ostende ? Oui, c'est à la côte. Nous avons la mer et nous avons aussi... nous sommes deux villes. Ostende est la plus grande ville à la côte, au littoral. Et nous avons des choses communes. Nous avons la culture, c'est très important, mais aussi des affaires sociales. Ça, c'est aussi très intéressant pour connaître les choses en Monaco et à Ostende. En 2008, le prince Albert II, on s'en souvient, est venu à Ostende. Quel souvenir d'ailleurs gardez-vous de cette visite ? Ouais, j'étais ici quand le prince est venu ici à Ostende. J'étais sénateur à ce moment et aussi président de la conseil communal. J'ai parlé avec prince Albert aussi à Monaco quelques mois passés. Et c'est un homme très intéressant et c'est le moment d'inviter le prince Albert pour une nouvelle visite ici à Ostende. Il est bienvenu. Merci mille fois, monsieur le bourgmestre. Merci à vous. Et on reparlera de cet anniversaire, de ce jumelage Monaco-Ostende, demain avec nos envoyés spéciaux sur place, Sarah Nkari et Thomas Deus. Depuis le mois de mai, la roseraie Princesse Grace met en place différents ateliers sur le thème de cette fleur si particulière aux couleurs changeantes qu'est la rose. Et ce, en l'honneur des 40 ans de l'inauguration des Jardins Fontvieille. Voici le reportage de Gaëtan Lebrun, accompagné d'Arnaud Humbert. Créée en 1984 par le prince Régnier III en hommage à Grace Kelly, la roseraie de Monaco fête cette année ses 40 ans. Pour l'occasion, diverses animations pour petits et grands ont été mises en place afin de faire découvrir ce lieu de calme et de sérénité, tout en mettant à l'honneur la rose et ses bienfaits. Il y a eu l'inauguration qui a été faite par Monseigneur au printemps. Et tout au long de l'année, jusqu'à début janvier, il va y avoir différentes animations. Donc ça va être divers, création d'eau de Cologne, confection de parfums, il y a aussi les roses en plâtre, il y a différents jeux de pistes avec les enfants. Tout au long de l'année, on a fait différentes dates pour ces animations. Et là, aujourd'hui, on est là pour l'eau de Cologne et les jeux de pistes. Près de 470 rosiers ont été plantés dans la roseraie au cours des 40 dernières années, certains en hommage à des personnes célèbres comme Louis de Funès ou encore Marcel Pagnol, mais la plupart dans le but de faire découvrir de nouvelles couleurs et de nouvelles senteurs et de casser un peu les codes de la rose rouge traditionnelle. Pour l'occasion, c'est donc le parfumeur Patrick Hérault qui était à la tête des animations ce week-end et proposait un stand de distillerie à base d'essence de rose. Je vais faire découvrir au public un moment à partager ensemble avec les enfants aussi, les grands comme les petits. Donc pour faire découvrir la rose, enfin les roses. Nous avons ici donc de magnifiques roses qui sont encore aujourd'hui très odorantes. Pour certaines, j'ai eu l'occasion de sentir. Et au cours de cet atelier donc, où je suis venu avec un alambic donc de démonstration, j'explique le principe de la distillation. Donc des personnes qui vont assister à cet atelier vont pouvoir se mettre dans la peau en quelque sorte ce qu'on appelle donc d'un parfumeur, qu'on appelle aussi un nez, et repartir à la fin de cet atelier avec un joli petit flacon parfumé à la rose, voilà, que j'ai composé préalablement. Prochain rendez-vous pour les amateurs de roses le mercredi 23 octobre à 10h pour un atelier de création de roses en plâtre. Le conseil de la Fondation Prince-Pierre s'est réuni cet après-midi pour délibérer avant la proclamation demain des résultats des prix décernés en ce millésime 2024. Avec nous ce soir, Jean-Charles Cureau, le secrétaire général de la Fondation Prince-Pierre. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va célébrer ce mardi à l'Opéra Garnier, comme le veut la tradition, la création contemporaine, j'allais dire presque dans son ensemble ici à Monaco avec la Fondation Prince-Pierre. Oui, parce que vous savez, la Fondation Prince-Pierre, c'est beaucoup d'activités, mais notamment 3 prix
un prix de littérature, un prix de musique et un prix d'art contemporain. Et nous allons décerner particulièrement le prix musical, mais aussi le Grand Prix littéraire, la Bourse de la découverte, le tremplin musical. C'est toujours des prix qui sont renommés, bien sûr, à l'image du prix littéraire, qui est un prix qui est vraiment reconnu maintenant par la presse dans son entier. Alors c'est un prix très ancien, puisqu'il a été fondé par le prince Pierre il y a des dizaines et des dizaines d'années. Il est attendu notamment dans le milieu, puisque c'est un prix qui, en anecdote, on dit qui ouvre l'Académie française, par exemple. Dans cette année, on a vu encore une fois de la très belle création, avec plusieurs nommés finalement. Et on le rappelle, la Fondation Prince Pierre décerne plutôt sur l'ensemble de la carrière un prix. Alors elle décerne 2 prix littéraires, un, le principal, comme vous venez de le dire, sur l'ensemble de la carrière. Et là, pour cette année, nous avons sélectionné Mathieu Bellesi, Patrick Deville, Colette Fellous, Marie-Hélène Lafont et Jean Roux. Jean Roux, prix qui sont Goncourt, des auteurs majeurs. Mais elle donne aussi un prix, j'allais dire secondaire, mais ça n'est pas du tout de deuxième ordre, un prix Bourse de la découverte pour un premier roman. Ça, c'est important aussi pour les jeunes, parce qu'il y a une bourse qui va avec, parce que les autres romanciers, auteurs que vous célébrez, à chaque fois ont déjà un vécu, un passé, mais les jeunes peuvent ensuite travailler sur un deuxième ouvrage, c'est ça ? Alors c'est l'idée, c'est de leur donner les moyens d'avoir une année, je dirais, pour écrire leur deuxième ouvrage, parce que vous le savez, le premier ouvrage c'est très très difficile, mais le second c'est parfois encore plus difficile. Ce qui est intéressant dans cette Fondation Prince Pierre et dans ces prix que vous remettez évidemment sous la présidence de Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, c'est qu'il y a une petite recherche à chaque fois, vous l'avez dit, on veut célébrer, c'était Jean-Noël Pancrazy, c'est bien ça l'an dernier. Tout à fait. Donc avec ces merveilleux livres comme Tout s'est passé si vite. Donc on cherche à chaque fois à récompenser quelqu'un qui nous a fait rêver dans l'espace-temps aussi. Alors il y a le prix principal qui est un prix non pas de consécration, puisqu'on espère qu'il y ait une poursuite de la production littéraire du lauréat, mais en tout cas un prix qui reconnaît une œuvre, c'est-à-dire un ensemble d'ouvrages qui se tiennent et qui donnent sens. Oui. Chaque année, c'est toujours très difficile, il y a de gros débats entre les différents membres du jury, entre guillemets. Oui, il y a beaucoup de débats. Il y a eu les débats, c'était comme d'habitude studieux mais passionné. Toujours passionné. On fait des tours de table en général et chacun s'exprime et ensuite le débat est ouvert, il y a des votes, enfin c'est classique. Mais c'est vraiment quelque chose. Sans rentrer dans les secrets, Jean-Charles Curaud, est-ce qu'on commence par celui qu'on veut éliminer entre guillemets ou on commence par son coup de cœur? Généralement par les coups de cœur. Les coups de cœur, mais bon, vous savez, ce sont des stratégies, donc chacun a la sienne. Ça dépend des années, ça dépend des candidats. C'est assez variable. En tout cas, c'est toujours passionné, oui. Je me souviens en vous écoutant sur Monaco Info, qu'il y a quelques années avec Fabien Bonilla, vous parliez d'après-Covid et juste après Covid, du fait qu'on écrivait de façon avec un peu de noirceur malheureusement pendant ces années Covid. Est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Alors, ça a changé. La noirceur n'a pas disparu, mais elle a peut-être glissé vers d'autres sujets plus d'actualité. Devinez lesquels. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est dans l'actualité d'un 7 octobre, malheureusement, comme aujourd'hui, après les 1 an de cette attaque meurtrière, ou est-ce qu'on est dans le MeToo aussi? Est-ce qu'on est dans l'air du temps, quoi, quelque part? On est dans l'air du temps. Les nouveaux romans, généralement, enfin, il y a 2 types de nouveaux romans. Il y a ceux qui parlent de l'air du temps et ceux qui parlent de l'auteur. Donc, vous en avez une proportion non négligeable qui règlent leur compte, qui racontent leur histoire, qui prennent une distance par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, et d'autres qui vous parlent de leurs difficultés d'aujourd'hui, qui sont issues de ce que vous dites, l'ère du temps. On n'oublie pas les lycéens non plus, qui sont toujours dans l'aventure? Alors les lycéens sont dans l'aventure, mais alors ça c'est les activités plutôt pédagogiques de la Fondation. Vous savez que nous faisons des tas de choses en plus de ces 3 prix. Donc notamment le coup de cœur des lycéens pour la littérature, donc une sélection de romans, ils les lisent, ils travaillent, ils discutent, ils rencontrent les auteurs, ils rediscutent et ils votent. Et puis le coup de cœur des jeunes mélomanes, l'équivalent pour la musique, donc sur une sélection que prépare le conseil musical, les jeunes des conservatoires de Monaco vont suivre pendant une partie de leur scolarité, chaque année, écouter de la musique contemporaine et être aidés par leurs professeurs pour l'analyse de cette musique qui n'est pas toujours d'un accès évident, et ensuite voter. Et c'est très très intéressant de les voir recevoir et découvrir cette expression. En conclusion, en quelques mots ce soir sur Monaco Info, est-ce qu'on peut définir la philosophie de ces prix dans cette Fondation Prince Pierre? Elle est toute simple. Elle est de soutenir les artistes et de les faire se rencontrer.
se rencontrer entre eux. C'est le cas en ce moment dans la session ici où tous nos conseils sont présents et faire rencontrer le public. C'est le plus important pour un artiste, trouver son public. Et on était content de se retrouver, de se rencontrer ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, Jean-Charles Curaud. Merci. Après avoir enchanté la nef de la cathédrale de Monaco samedi soir, le chœur de l'Orchestre Philharmonique de Tokyo a offert hier une nouvelle adaptation d'un opéra de Camille Saint-Saëns baptisé L'Ancêtre, aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré a assisté à la représentation à l'Auditorium Régnier 3. Après avoir ressuscité en quelque sorte l'opéra de Saint-Saëns de Janire en 2022 à l'occasion du centenaire Albert Ier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le Palazzetto Bruzane, centre de musique romantique française de Venise, récidivent cette année avec un autre opéra de Saint-Saëns, également commandé par le prince Albert Ier, L'Ancêtre, créé à Monaco en 1906 avec beaucoup de succès. Le problème des opéras écrits dans la décennie 1900-1910, c'est que la Première Guerre mondiale va vraiment balayer tout un répertoire, toute une typologie d'interprètes, et qu'ensuite, avec les nouveaux courants modernistes, avec l'influence américaine, et puis avec le retour de la musique allemande après la bataille de Sedan, etc., on va oublier toute cette génération des 15 premières années du siècle. Donc Pénélope de Fauré, par exemple, les derniers opéras de Saint-Saëns, tous les derniers opéras de Massenet aussi, dont certains sont écrits pour Monte-Carlo, ne seront plus joués. Donc en fait, c'est un naufrage de toute une époque et l'Ancêtre participe de ce naufrage. Dimanche 6 octobre à l'Auditorium Régnier 3, L'Ancêtre de Saint-Saëns, une sombre histoire de vendetta corse, a été interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Chœur Philharmonique de Tokyo et une distribution magnifique sous la direction de Kazuki Yamada. Julien Henrique dans le rôle de Tebaldo, Gaël Arquès Vanina, Jennifer Holloway L'Ancêtre, Hélène Carpentier Margarita, Michael Arrivoni Raphaël l'Ermite et Mathieu Lécroard Boursika. Diffusé en streaming par une chaîne de télévision japonaise, L'Ancêtre de Saint-Saëns fera l'objet d'un enregistrement discographique avec les mêmes interprètes pour la correction Opéra Français, Bruzane Label, édition Bureau. Les sports, et c'est Monaco en football, toujours invaincu, réussi un formidable début de saison en occupant seul notamment la tête du championnat de France de Ligue 1. C'est beaucoup plus compliqué pour son homologue du basket, avec déjà 2 défaites en 3 matchs sur la scène nationale, et notamment hier à Villeurbanne, après 10 succès d'affilée face à l'Asvel, la Roca Team est tombée lourdement, défaite 88-71. Alors décryptage complet sur ce démarrage diesel ce soir sur Monaco Info avec Frédéric Elion et notre consultant Ali Traoré dans les experts du basket dès la fin de ce journal. En tennis, depuis quelques minutes, on connaît le nom du prochain adversaire de l'équipe monégasque de Coupe Davis pour confirmer sa place dans le groupe 1 mondial. Ce sera le Portugal au tout début du mois de février. Et s'il joue, il faudra surveiller notamment le tout jeune Nuno Borges, 32e joueur mondial à ce jour. Toujours en sport et bien plus encore, depuis ce matin, vous trouvez en ligne sur notre site et sur YouTube le tout dernier podcast Monaco Info signé Geneviève Berthy qui a reçu la visite du pilote et entrepreneur désormais Arthur Leclerc. Petit clin d'œil pour l'équipe de roller hockey des Barracudas de Monaco qui a joué hier son premier match officiel de son histoire avec une première rencontre en Coupe de France face à un adversaire mieux classé, Ajaccio, club de National 3, soit 2 divisions au-dessus. Et ce sont finalement nos Barracudas, les petits poussets de la compétition, qui l'ont emporté après une rencontre complètement folle avec une prolongation jusqu'à 10-9, grâce notamment à une première ligne monégasque composée d'anciens joueurs pros de hockey sur glace qui ont décidé de rejoindre ce club de Monaco pour vivre l'aventure roller. La 7e campagne de recensement des mérous et des corbes en principauté a eu lieu la semaine dernière, menée par la direction de l'environnement et l'association française du groupe d'études du mérou. Cette campagne de suivi a pour objectif d'évaluer les populations de ces 2 espèces protégées à Monaco. Tous les détails de cet inventaire dans ce reportage signé Paola Semoa et Camille Caloni. Dans ces débris marins, à plus de 40 mètres de profondeur, se cachent le corbe et le mérou.
Il y a 30 ans, ces poissons emblématiques de la Méditerranée étaient au bord de l'extinction. Mais aujourd'hui, ils reviennent en force. Il faut savoir que ce sont des espèces qui sont protégées depuis 1993. Cette protection, elle fait suite à une baisse des effectifs très importante pour les deux espèces, liées notamment à la pêche et pêche sous-marine, donc les pêches ciblées. Et donc ça permet de suivre les populations et l'effet de la mise en protection de ces espèces. Cette opération de recensement est organisée tous les 3 ans depuis 2006. Lors de chaque plongée, les plongeurs observent plusieurs critères, comme la taille des poissons, leur espèce ou encore leur habitat. Au bout de 5 jours d'études, ils ont recensé plus de 200 mérous et plus de 200 corbes dans les eaux de la Principauté. Des chiffres encourageants qui révèlent l'efficacité des mesures de protection. C'est exceptionnel sur un littoral de 2 à 3 km comme la Principauté. Par contre, c'est le résultat du fait qu'il y a de l'habitat, de l'alimentation et surtout de la protection depuis plus de 30 ans dans la Principauté. Et pour vous donner une idée, en 1995, il y avait une dizaine de mérous. Là, vous en avez plus de 200. Ça veut dire qu'en plus de 30 ans, en 30 ans en gros, vous avez eu cette évolution. Oui, on va vers le mieux. Mais vraiment, le fait qu'en Principauté, il y ait une grande surveillance, qu'il y ait un petit littoral à surveiller, vraiment permet ces résultats qui sont très bons. Au cours de leur dernière campagne, ces experts ont croisé 2 espèces rares de mérous, le mérou royal et le mérou blanc. Ils prévoient de les faire classer parmi les espèces protégées dans les années à venir. Ceux qui font Monaco, votre rendez-vous habituel avec Ricinda Petit-Thomel, qui aujourd'hui nous présente un tout nouvel établissement qui a ouvert ses portes il y a seulement 3 semaines en Principauté. Je vous propose que l'on se retrouve aujourd'hui pour ceux qui font Monaco, 24 boulevard Princesse Charlotte. Nous avons déniché pour vous une véritable petite pépite. Son nom, Barreto, cela veut dire petit café. Mais vous allez le voir, l'établissement ne fait pas que du café. Il réserve bien des surprises. Barreto, alors c'est né honnêtement d'une passion de mon mari qui a toujours travaillé dans la Principauté, dans la restauration et on a beaucoup voyagé. Et je pense que la concrétisation était d'ouvrir notre restaurant, notre bébé et on le découvre dans la carte, c'est un mélange de saveurs italiennes, mais aussi des petites touches de tout ce qu'on a pu visiter avant les enfants. En fait, nous, déjà, on peut dire que le nom Barreto, c'est un peu une sorte de piège, parce que beaucoup de clients ils sont piégés, ils s'attendent juste à un petit bar ou un petit café. Au final, quand ils découvrent cette petite salle, ils découvrent aussi notre carte, où on a tout misé vraiment sur la fraîcheur des ingrédients, sur la qualité des produits. On a un chef vraiment magnifique, on travaille qu'avec des légumes bio, du poisson sauvage, on fait des pâtes fraîches, la plupart des choses c'est maison, on fait les desserts maison, on fait les pains pour les club sandwich, pour les lobster rolls, donc, et la plupart des clients ils sont vraiment étonnés de ça, ils ne s'attendent pas du tout ça. Et en plus on propose un service en continu que c'est quand même encore un peu rare à Monaco. Nous la cuisine il ouvre à midi et en continu jusqu'à 22h on propose toute la carte. Les pâtes du jour du chef fait maison, c'est quelque chose qu'on vend vraiment bien. Lobster roll, le fameux lobster roll, le pain viennois brioché qui est conçu par notre chef, plaît beaucoup. On fait le English breakfast et ça c'est quelque chose que je sais que beaucoup de personnes aiment. Avocado toast, c'est vrai qu'on a quand même une plage horaire où on couvre vraiment toute la journée, donc on peut commencer de 7h30 du matin avec un croissant farci, un croissant au beurre, on passe jusqu'à 11h30 sur cette carte-là et après on retrouve aussi la partie cocktail comme j'expliquais le soir, les apéritifs, c'est vraiment, on exploite on va dire à peu près toute la plage horaire de la journée. C'est pas un snacking, il faut venir et prendre un peu de temps parce qu'on fait tout minute, donc voilà. Il faut prendre un petit peu son temps pour découvrir le restaurant. Barreto vous accueille du lundi au samedi dès 7h du matin et ce jusqu'à 22h. Ici, le service est en continu. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner, vous pouvez déjeuner ou encore faire l'apéritif. Chez Barreto, on vous accueille toujours avec le sourire dans un esprit familial et convivial. Vous pouvez également
prendre un takeaway et puis l'établissement vous proposera peut-être très prochainement un service de livraison à domicile. Et la météo, bien au chaud cette fois. C'est avec vous, Christine da Petit-Homel. Et bien demain, on sort les parapluies et les imperméables. Il s'agira d'une journée orageuse, au programme de fortes averses et du vent. Les températures seront comprises entre 16 et 20 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons la Sainte Pélagie. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les instantanés d'une soirée avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui, accompagné des chœurs de l'ensemble musical de Tokyo, a revisité L'Ancêtre, une œuvre de Saint-Saëns commandée à l'artiste par le prince Albert Ier au début du siècle dernier. Les photos sont signées Frédéric Nébinger. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.